Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Alors oui, c'est vrai, il y a seulement quelques jours, je vous proposais déjà une nouvelle lecture. Le Signal, tiré d'un livre de récits de Pierre Bellemare, Le Carrefour des Angoisses. D'ailleurs, je vous le dis, ce livre-là, je l'ai trouvé plutôt moyen. Il n'y a que 3 histoires que je vous ai proposées, que j'ai trouvées dignes d'intérêt. Et me revoilà. Me revoilà finalement très vite. Et la raison est très simple. C'est que j'ai ouvert un nouveau livre de Pierre Bellemare. Et oui, encore lui. Ce livre s'appelle « C'était impossible, et pourtant ». Et là, dès la première histoire lue, ce qui était déjà impossible pour moi, c'était de résister à vous la proposer. Car oui, Les Amants de Melbourne, cette histoire est tout à fait incroyable, tout à fait exceptionnelle. Et je trouve même qu'elle est plutôt d'actualité, car son sujet principal est traité dans un film d'animation qui est sorti récemment, ainsi que dans une série télé Netflix, qui a pas mal de succès pour le moment. Mais je ne vais pas les nommer, évidemment, car ça pourrait être du spoil, aussi bien pour l'histoire que vous allez écouter, que pour le film d'animation et cette série télé. Mais vous saurez peut-être les reconnaître par vous-même. En tout cas, je vous souhaite une belle découverte et on se retrouve juste après. Les Amants de Melbourne. 11 novembre 1918. À Calais. La ville est comme prise de démence, mais d'une douce démence. Songez donc, quand on s'est endormi, on était en guerre. Ce matin, on s'est réveillé encore en guerre. Et depuis 11 heures, toutes les cloches carillonnent pour annoncer la fin de cette immense boucherie. On s'embrasse, on parcourt les rues en agitant des drapeaux et en criant « À mort Guillaume !» et « Vive Clémenceau !» On chante la Marseillaise, la Madelon ou Tipperary. Des balles s'improvisent au coin des rues, on danse, on pleure encore, on rit enfin, on se bouscule, on boit, on se fait mal aux doigts à force de brandir au ciel le V de la victoire. Or, dans cette foule en folie, 2 êtres qui ne se connaissent pas encore vont, dans quelques minutes, être mis face à face par le destin, qui les appelle à vivre une extraordinaire, une stupéfiante aventure. Mais une fois vécue, ils voudront en nier la réalité. Ils voudront la refuser de toute leur logique, puisque, bien entendu, c'était impossible. Et pourtant, quelque part, dans cette liesse populaire, un grand gars brun, Michel Davel. Il a 20 ans, l'air trop sérieux pour son âge. Il a eu la chance de ne pas se faire hacher menu par les mitrailleuses ou les obus comme des dizaines de ses copains d'école. Il a conscience de sa chance et se dit que la vie vaut d'autant plus la peine d'en profiter au maximum. Pour l'instant, il n'est que simple matelot. Il vient d'une famille modeste, on pourrait même dire pauvre. Mais il est déterminé. Le cercle vicieux, qui veut que les fils de pauvres fassent des métiers de pauvres, il va le briser. Son plan, c'est de se faire engager sur des bateaux de commerce pas très brillants, pas trop regardant sur les références. Il pourra se former sur le tas, acquérir une solide expérience et passer ses brevets de sous-officier de la marchande. Un peu plus loin, dans cette foule, Rosemary Adrian, 17 ans, blonde, les yeux pervenches,
l'air déjà de la fiancée idéale dont les matelots de la marine en bois de jadis faisaient peindre le portrait sur un médaillon d'ivoire, pour le garder sur le cœur pendant les voyages au long cours. Le père de Rosemary est anglais, sa mère française. La fortune familiale est solide malgré la chute du franc or. Les Adrian sont dans le textile depuis des générations et, pendant les années de conflit, la production de draps pour les uniformes a plutôt accru leurs avoirs. Rosemary, ses deux frères et leurs parents vivent dans une grande maison entourée d'un parc, à la sortie de Calais. On y parle indifféremment l'anglais, le français et 2 ou 3 langues indispensables au commerce et à la culture, enseignées à domicile par des précepteurs. Michel Davel se baguenaude seul dans la fête. Rosemary, elle, est accompagnée de 3 cousines, de 4 à 5 ans ses aînées. Toutes 4 ont piqué sur leur manteau ou sur leur béret des cocardes tricolores et de minuscules drapeaux britanniques. Bras dessus, bras dessous, elles s'approchent d'un petit bal improvisé où des couples dansent sur l'air de « Viens Poupoule ». C'est là que Michel, parmi les badauds qui regardent les danseurs, remarque tout à coup Rosemary. Il est fasciné par tant de charme, tant de fragilité, tant de blondeur. Et, comme aujourd'hui tout est permis, il s'approche, effleure le bras de la jeune fille. « Mademoiselle, vous voulez bien danser ?» Elle tourne la tête, amusée. « Danser avec le populo ? Sûrement pas !» Mais, dès le premier regard, un éclair la traverse. Exactement comme celui que l'on décrit dans les romans que ses cousines lui ont passés en cachette. Michel, lui, n'a pas lu de romans. Pendant ses rares loisirs, il se plonge dans les manuels d'instruction pour les élèves officiers. N'empêche, le même séisme le secoue, et la même polka effrénée les emporte. Quand la musique s'arrête, le matelot ramène Rosemary vers ses cousines. Mais il ne la quitte pas. Il a d'ailleurs décidé de ne plus la quitter. Jamais. L'une des jeunes filles demande « Monsieur reste avec nous ?»« Oh oui, il reste », répond simplement Rosemary. Tout le groupe replonge dans la foule. Les 3 cousines devant, Rosemary et Michel derrière, savourant un plaisir étrange qui leur tourne un peu la tête. Leurs mains sont restées entremêlées depuis la danse, comme par peur d'être séparées. Ils se revoient le lendemain, le surlendemain. Ils se revoient tous les jours du mois de novembre et tous ceux de décembre. Rosemary, en fille honnête, ne veut plus garder pour elle seule ce secret. À la veille des fêtes, elle veut partager ce bonheur avec sa famille. Un soir, elle révèle à ses parents l'existence de son amoureux et, dans la foulée, leur annonce qu'elle veut l'épouser. Monsieur Adrian prend des renseignements sur Michel et détermine aisément que le jeune homme n'a ni fortune ni espérance, comme l'on dit encore à la mode du siècle précédent. Alors, le papa, lui aussi, réagit comme un père bourgeois dans un de ces romans où l'amour est impossible. Il s'oppose de façon catégorique au mariage. « Non,
Jamais, jamais je ne l'autoriserai. Ce serait une folie. Unir ma fille à un petit matelot sans fortune et sans avenir, il n'en est pas question. Tu es beaucoup trop jeune. Te rends-tu compte que tu n'as que 17 ans? Tu as bien le temps de te passer la corde au cou. D'ailleurs, je t'interdis de revoir ce garçon. Tu m'entends, Rosemary? Je te l'interdis. Mr. Adrian ponctue ces phrases en frappant lourdement du poing sur la table de la salle à manger. Debout à côté de lui, sa femme l'écoute silencieusement. En face, effondrée dans un fauteuil, la jeune Rosemary sanglote à fendre l'âme. Pour l'adolescente, c'est le monde entier qui s'écroule. C'est la fin de son beau rêve. On a saccagé son histoire d'amour, la grande, la vraie, et la seule de sa vie. Elle le sait déjà. Évidemment, Charles Adrian n'agit ainsi que pour protéger sa fille. C'est évident pour tout le monde, sauf pour la jeune fille. Madame Adrian, elle, a bien compris la vivacité de son mari. Elle essaie timidement d'intervenir. « Ton père a raison, ma chérie. Il vaut mieux oublier ce garçon. Tu nous en remercieras plus tard. Crois-moi, tout cela c'est pour ton bien. » Mais allez donc raisonner une jeune fille en proie à un chagrin d'amour. Rosemary est inconsolable et, à travers ses gémissements, elle affirme que jamais elle n'aimera un autre homme. Ses parents hochent la tête, l'air de dire que tout ça est bien naturel pour l'instant. C'est un mauvais moment à passer. L'existence se chargera bien de le lui faire oublier. Eh bien, ils ont tort, Madame et Monsieur Adrian. Ils ont tort de considérer cet épisode comme une amourette sans importance, comme une toquade que le temps pourrait effacer. Non seulement les deux jeunes gens ne s'oublieront jamais, mais leur amour va les amener à vivre cette magnifique et pourtant impossible aventure. Malgré tous leurs efforts et leur compréhension, les Adrian voient leur fille dépérir de jour en jour. Elle n'a plus de goût à rien et passe le plus clair de son temps prostrée dans sa chambre. Elle ne leur adresse pas la parole et refuse le plus souvent toute nourriture. Les pauvres parents ne savent plus à quel saint se vouer. Ils commencent à se demander s'ils ne se sont pas trompés. Au point que, pour réparer leur erreur, si erreur il y a eu, ils vont essayer de rencontrer le jeune homme pour se faire une meilleure idée de lui, de ses intentions et de l'avenir qu'il pourrait offrir à leur fille si par hasard les tourtereaux devaient convoler. Mais il est un peu tard pour arranger les choses. Michel Davel, lui aussi déçu et désespéré, a depuis longtemps quitté Calais, embarqué sur on ne sait quel bateau de passage. Pas moyen de retrouver sa trace. Et Rosemary reste inconsolable. Deux années plus tard, la jeune fille est toujours dans cet état. Faible, grise, taciturne, elle refuse de fréquenter des jeunes gens et s'éloigne même de ses cousines. La famille entière est affectée. Et Charles Adrian se sent la conscience lourde des conséquences de son refus. L'enfer
est décidément pavé des meilleures intentions. L'opportunité d'effacer toute cette peine et d'apporter un peu d'air frais à sa famille va lui venir de son métier, le tissage. Des relations de toute confiance lui proposent de devenir leur fournisseur privilégié en Australie. Sur ce continent en plein essor, les immenses élevages de moutons et la main-d'œuvre abondante offrent à un spécialiste comme lui de nouvelles perspectives. Une vie nouvelle pour tous les siens. Un tel dépaysement peut guérir bien des blessures de l'existence. Certes, il lui faut tout laisser, tout changer. Charles Adrian aime assez sa fille pour saisir cette opportunité. Au début de l'année 1920, Rosemary et ses parents quittent définitivement l'Europe pour Melbourne. L'intuition de Charles Adrian a été la bonne. Ce changement radical améliore très sensiblement la santé de la jeune fille. Peu à peu, elle semble reprendre des couleurs, de l'énergie. Pour autant, elle ne retrouve pas son enthousiasme et sa gaieté. On dirait que sa jeunesse s'en est allée définitivement avec son fiancé perdu. Les années passent, tristes, moroses. Rosemary ne parvient pas à oublier Michel. Systématiquement, elle repousse toutes les demandes en mariage, tous les soupirants. Pourtant, ils se pressent nombreux. En ce premier quart du XXe siècle, dans l'immensité australienne, les femmes sont plutôt rares et les femmes à marier rarissimes. Autant dire que cette jeune fille blonde aux yeux bleus, intelligente, fortunée et d'excellente famille britannique représente un trésor pour lequel on est prêt à offrir toute sa fortune et à semer sous ses pas des brassées de pétales de rose. Mais aucun parti, si brillant et si flambant de passion soit-il, n'intéresse Rosemary. Elle espère toujours revoir son Michel. Ses parents ont beau lui expliquer que cet espoir est insensé, elle s'entête. Pourtant, sa logique et son intelligence vive savent bien qu'il faudrait une suite de hasards inouïs pour qu'elle le retrouve. Tant d'années plus tard, un jeune homme qu'elle a connu si brièvement et à des milliers de kilomètres. Mais qu'est-ce que l'intelligence et la logique ont à voir dans les histoires d'amour ? Au plus profond d'elle, Rosemary est persuadée que cela doit arriver. Il est impossible que cela n'arrive pas. Elle le dira elle-même plus tard. Cette certitude était ancrée en elle, envers et contre toute raison, tranquillement, tout simplement. Et c'est 17 ans plus tard que l'impossible arrive, tout simplement. Rosemary a maintenant 34 ans. Elle vit seule près de l'immense port cosmopolite de Melbourne. Ses parents sont décédés l'année précédente, emportés par une épidémie. Cette fois encore, la jeune femme a ravalé son chagrin. Nantie de son héritage, elle n'a aucun souci matériel, mais elle a pris un petit emploi de bureau comme dérivatif à la solitude. Elle occupe ainsi ses journées, refusant de se morfondre dans la contemplation du vide de son existence. Et un matin, c'est en se rendant à son travail qu'elle se trouve soudain sur un trottoir face
à un homme qui s'immobilise devant elle. Un barbu, à la peau tannée, le front comme creusé au burin par tous les vents du globe. Les lèvres de l'homme forment d'abord des syllabes muettes, et puis il hurle « Rosemary !» Dans un premier temps, la jeune femme ne réagit même pas. Elle avait toujours été persuadée que cela arriverait. Mais elle pensait aussi qu'elle reconnaîtrait d'emblée son bien-aimé, de très loin, elle la première. Or, à cette seconde, elle n'a pas encore identifié dans ce costaud rugueux le tendre petit matelot de Calais gravé dans son souvenir. Parce qu'elle n'a que son souvenir. Lui aussi. Pas même une vieille photo, cachée comme marque-page dans un livre de chevet. Il est vrai que lorsqu'ils s'étaient croisés, là-bas, en France, en 1918, les appareils de photo n'étaient pas dans la poche de tout un chacun. Et comme ils se rencontraient en cachette de la famille Adrian, ils n'auraient jamais osé poser ensemble au studio du coin, où seuls allaient les fiancés officiels. Et la réalité physique du Michel de 1935 est bien différente du souvenir de son amoureuse. En 17 ans, il a vraiment changé. Il lui semble plus grand. Son visage même est différent. La mâchoire est plus large et les yeux d'un bleu plus foncé qu'autrefois. Mais lorsqu'il parle, elle retrouve ses expressions, son rire, ses inflexions tendres, son timbre chaud et, caractéristique entre tous, son savoureux accent du nord de la France. Si les yeux peuvent douter, la voix ne trompe pas. C'est bien Michel qui est là devant elle. Michel, revenu de sa surprise, qui lui sourit, la rassure, la soutient comme si elle allait tomber. En fait, elle a vraiment besoin de ce soutien. Les jambes lui manquent pour de bon. Alors, elle se laisse guider vers le premier café venu. Tout ce qu'elle peut faire, c'est murmurer à chaque pas « Michel, Michel ». Ce jour-là, Rosemary Adrian n'ira pas au bureau. Installée depuis des heures dans ce pub avec son amour enfin retrouvé, elle évoque des souvenirs de Calais et de l'armistice. Novembre 1918. Comme elle, Michel n'a rien oublié. Pas une seconde de leur première journée, pas un détail de leur bal. Quelles images leur viennent? Cette robe rouge qu'elle portait? La musique sur laquelle ils ont dansé toute la nuit? Leur rendez-vous secret, les baisers dans les parcs embrumés? Les cafetières fumantes sur le coin du poêle et la sciure sur le plancher de leur bistrot de Calais? Est-ce qu'elle lui demande « Et le poème, Michel? Le poème que tu m'avais écrit ?» C'était sur du papier bleu ciel, avec de l'encre violette. À 17 ans d'intervalle, Rosemary croit vivre un rêve. Pourtant, c'est elle qui revient la première à la réalité. « Mais, dis-moi, Michel, que fais-tu ici à Melbourne ?»« Je travaille dans le port depuis près d'1 an. Ce n'est pas très passionnant comme job, mais avec mon mauvais anglais, je n'ai pas pu trouver mieux. »« Du travail ici ? Mais pourquoi as-tu choisi l'Australie ? Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je n'en sais strictement rien. Rien du tout. Je ne me souviens même pas de mon arrivée. Figure-toi que l'année dernière, j'ai eu un accident, une fracture du crâne.
Je me suis réveillé à l'hôpital, totalement amnésique. Peu à peu, la mémoire m'est revenue. Mais seulement pour les choses anciennes. Aujourd'hui encore, je n'ai aucun souvenir des circonstances de mon accident. Tout ce que je sais, c'est qu'il a eu lieu en août dernier, le 12 août 1934. La date, elle, je ne risque pas de l'oublier. Pour tout le reste, ce qui précède, c'est le trou noir. Absolu. Mais, tu vois, ça ne m'a pas empêché de te reconnaître. Ton visage fait partie de mes souvenirs anciens et, sans vouloir pousser le compliment, tu n'as vraiment pas beaucoup changé. Rosemary ne rosit même pas sous les loges. Elle-même, de l'intérieur, se sent tellement comme avant, comme si cette rencontre prenait la suite immédiate d'un de leurs rendez-vous secrets de 1918 dans un café face à la mer du Nord. Encouragé par le demi-sourire de son interlocutrice, Michel tente. « Et maintenant que je t'ai retrouvé… » Il hésite un peu. « Tu ne t'es pas marié au moins ?» Elle rit comme devant une évidence. « Non !» Et elle ose ajouter avec une franchise de jeune fille « Je t'ai toujours attendu. » Le silence s'installe entre eux. Puis Michel reprend avec toute la timidité d'un jeune homme. « Crois-tu que ce soit… enfin, que quelque chose soit encore possible entre nous ?» Les 17 années de séparation se sont effacées d'un coup. Rosemary n'exprime pas l'ombre d'un doute. « Bien sûr, ce qui serait impossible, c'est qu'il n'y ait rien entre nous. » Et Michel, heureux et inconscient comme un gamin, conclut « Alors je t'épouse !» Un mois plus tard, Rosemary et Michel sont enfin mariés. Le bonheur en quelque sorte. Cela pourrait être une magnifique et heureuse conclusion. Ce n'est que le début de l'histoire en fait. Et d'une histoire impossible, car ce joli conte va s'achever de la façon la plus inattendue qui soit. Ce couple sans problème va se trouver confronté à une telle aberration qu'elle amènera Rosemary Adrian à consacrer le reste de sa vie à la recherche métapsychique. Pour le couple, il va y avoir d'abord 13 ans de bonheur australien. 13 années de vie conjugale sans le moindre nuage. Même la Seconde Guerre mondiale ne leur paraîtra que comme un tumulte bien lointain. C'est peut-être égoïste, mais leur passion et leurs retrouvailles fantastiques gardent une telle intensité que le monde entier semble à l'extérieur de leur bulle. Et puis, un soir de 1948, Michel ne rentre pas à la maison. Il ne revient qu'après 3 jours d'absence. Un Michel hagard, hébété, épuisé. Rosemary, folle d'inquiétude, avait déjà alerté tous les hôpitaux et les postes de police. Elle le presse de questions. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Où étais-tu ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Michel est apparemment incapable de répondre. Incapable même de parler. Rosemary insiste. « Je t'en prie, mon amour, dis-moi quelque chose. » Alors Michel sort de sa sidération et il parle. Dès les premiers mots, le visage de Rosemary se décompose. Cette voix, ce n'est pas celle de Michel. Ce timbre si familier qu'elle avait instantanément reconnu après toutes ces années et à des milliers de kilomètres de distance.
Elle se dit « Ce n'est pas possible, je deviens folle. Ou alors c'est l'émotion. » Mais non. Pourtant, elle a beau prêter toute son attention, l'homme qui est devant elle s'exprime dans un anglais impeccable, alors que Michel avait conservé un accent français à couper au couteau et ne possédait qu'un vocabulaire anglais limité. De plus, cet homme lui révèle une chose effroyable. « Excuse-moi, Rosemary, il fallait que je revoie très vite ma femme et mes enfants. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête, Michel ?» Et l'homme rétorque calmement et en anglais « Mais je ne suis pas Michel. Je n'ai jamais été Michel. » Presque froid, maintenant, l'homme continue doucement avec le même accent typiquement australien. « Non, je n'ai pas perdu la tête. Au contraire, je viens de la retrouver. Je me suis retrouvé. Il y a 3 jours que je suis... Comment dire ? Que je suis à nouveau moi. La mémoire m'est revenue. Toute ma mémoire. Je ne suis pas français. Je suis australien. Je m'appelle Littlon. George Littlon. Je suis marié. En fait, j'étais marié avant notre rencontre. Ma femme et mes 2 enfants vivent ici, en Australie. Durant ces 3 derniers jours, je suis allé les voir. Ils m'ont reconnu tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pu me faire passer pour un Français nommé Michel Davel. Ni surtout comment. D'autant plus que je ne parle absolument pas le français. Enfin, je ne le parlais pas dans ma vie précédente. Et aujourd'hui, il ne m'en reste que des bribes. Évidemment, Rosemary ne croit pas un traître mot de toute cette fable. Comment admettre que cet homme avec lequel elle a vécu pendant 13 ans prétende maintenant ne pas parler le français ? Et puis, s'il n'est pas Michel, comment a-t-il pu la reconnaître dans la rue ? Oui, tout ce fatras, ce ne sont que des inventions. Des inventions maladroites dans le but de la quitter. Peut-être a-t-il une autre famille sur ce continent, mais il l'avait bien cachée. Et elle, sotte qu'elle était, ne s'est jamais doutée de rien. Cette pensée la met très en colère. Si c'est tout ce que tu as trouvé pour me larguer, ce n'est pas très malin. Franchement, Michel, tu me déçois. Tu me prends vraiment pour une imbécile. Spontanément, comme elle l'a toujours fait depuis leur mariage, Rosemary s'est exprimée en français. Et l'homme fait un geste d'impuissance, signifiant qu'il n'a rien compris. Cette attitude ne fait qu'augmenter la fureur de la femme trahie. Elle emprunte la langue de son interlocuteur. « Puisque la mémoire t'est revenue, dis-moi, quand as-tu quitté la France ? » ?»« Mais je n'y ai jamais mis les pieds. C'est bien trop loin. » Rosemary est au bord de la crise de nerfs. Quant à Michel, ou à cet homme qu'elle continue à appeler ainsi, il est si manifestement effondré que cela ne peut pas être du faux semblant. Ou alors, quel comédien de génie. Mais décidément non. C'est un malheureux type complètement dépassé qui essaye de se justifier, de trouver lui aussi une explication. Je ne peux rien te dire de plus, Rosemary. Je sais seulement que je ne suis pas ce Michel. Je suis bel et bien George Littlon. Je t'ai tout dit de ce que je savais. Je t'ai parlé de mon accident le 12 août 1934. Je me suis effectivement retrouvé à l'hôpital avec une fracture du crâne. On m'avait probablement attaqué sur les docks, dévalisé. Je n'avais pas de papier sur moi. Et quand je me suis réveillé, on m'a demandé mon nom. Le seul qui me soit revenu spontanément, c'était Michel Davel. Vu mes vêtements et l'endroit où j'avais été retrouvé, ils ont pensé que j'étais marin.
Ça me parlait. Mais je ne me souvenais plus du nom de mon bateau. Je suis resté en observation pendant quelque temps. Mon état physique s'est amélioré, mais je n'ai pas réussi à retrouver la mémoire des mois précédents. Une fois rétabli et capable de me débrouiller, j'ai demandé à rester ici, en Australie. Les autorités m'ont fourni une carte de séjour et une carte de travail sous la seule identité que l'on me connaissait, Michel Davel. J'ai cherché un emploi, et c'est comme ça que je suis devenu docker. J'en étais là lorsque je t'ai rencontré. Et d'anciens souvenirs sont revenus en avalanche à cet instant. J'ai crié ton prénom et je t'ai reconnu, parfaitement reconnu, comme si ton visage s'était gravé dans mes souvenirs anciens. Il faut me croire, Rosemary. Je sais que c'est difficile, mais je te jure que tout cela est vrai. Tu vas pouvoir le vérifier. Il ne faut pas m'en vouloir, mais nous ne pouvons plus rester ensemble. Pendant 13 ans, je peux jurer que j'ai été sincère, mais je vivais avec les souvenirs d'un autre homme. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien de ce Michel Davel. Je suis redevenu George Littleton, avec mes véritables sentiments. Ma femme et mes enfants me croyaient mort. Maintenant, ils ont besoin de me revoir auprès d'eux. Chez Rosemary Adrian, ou plutôt Rosemary Davel, la fureur a fait place à l'accablement. Elle vit un cauchemar. Sans réagir, elle regarde celui qui n'est plus Michel réunir ses affaires et quitter la maison, aussi bouleversée qu'elle. Une fois encore, elle voit son amour, son seul amour, s'envoler. Lorsqu'elle parvient à se ressaisir, une violente colère l'envahit à nouveau. Seule réaction peut-être pour préserver sa raison, l'empêcher de sombrer dans la folie. Car il y aurait de quoi. Puisqu'il en est ainsi, puisque l'homme pour lequel elle s'est dévouée pendant 13 ans n'a rien trouvé de mieux que d'inventer une histoire abracadabrante dans le but de la laisser tomber, eh bien, elle va aller à la police pour l'obliger à revenir. Après tout, elle est dans son droit. Cet homme est légalement son mari. Après avoir pataugé un bon moment dans les explications de Rosemary, les policiers sont prêts à se décourager, mais l'un d'entre eux trouve dans ce récit, sinon quelques bribes de raisonnable, du moins l'écho d'une absolue sincérité. Cette femme n'est pas folle. Elle vit une histoire de fou. Alors, contre l'avis de sa hiérarchie, il accepte le challenge. Il va explorer les anciens dossiers. L'enquête, sérieusement menée, confirme point par point la déclaration de George Littleton. Il a effectivement été porté disparu le 12 août 1934. Son épouse avait signalé cette disparition et demandé une recherche. Recherche abandonnée depuis longtemps, aucune trace du dénommé Littleton. En revanche, on retrouve bien les documents attestant que ce même 12 août 1934, un inconnu, vraisemblablement un matelot, victime d'une agression sur les docks, était admis à l'hôpital de Melbourne. L'homme ne possédait plus aucune pièce d'identité. Après avoir reçu des soins assez longs, presque une année, et une rééducation suffisante, on lui avait donné la permission de retourner vers la vie active. Vu son état d'amnésie partielle persistante, du seul nom dont il se souvenait et du fait qu'il ne parlait que le français,
Il avait reçu des autorités australiennes des papiers officiels lui permettant d'avoir un statut légal et de travailler sous l'identité qu'il avait déclarée, Michel Davel. Devant ces preuves tangibles, Rosemary doit bien admettre qu'il ne peut pas s'agir là d'une ruse maladroite inventée par un mari désireux de reprendre sa liberté. Et malgré l'invraisemblance de la situation, elle est confrontée à l'indéniable réalité des rapports de police et de leur troublante chronologie. La voici obligée de se rendre à l'évidence. Durant 13 années, elle a été victime d'un phénomène propre à faire perdre la raison. Plus que troublée, désemparée, Rosemary quitte bientôt l'Australie pour revenir en Angleterre. Là, elle met tout en œuvre et mandate des enquêteurs, des journalistes, pour l'aider à retrouver Michel Davel. Le vrai Michel, cette fois. Un matin, une lettre à l'entête de la mairie d'une petite commune du nord de la France annonce la seule réalité possible, et pourtant la seule dont Rosemary ne voulait pas. Michel Davel est décédé. Il a été victime d'un accident de la route. C'est triste. Et ce serait banal si un détail ne rendait le fait hallucinant. La date. La mort de Michel est survenue le 12 août 1934. Et rappelez-vous, c'est le 12 août 1934 que, à des milliers de kilomètres de là, un certain George Littleton était victime d'une fracture du crâne et tombait dans le coma. Un état dont il était sorti, en quelque sorte, possédé par la personnalité du défunt Michel. Bien entendu, il n'était pas question d'avaler cette histoire impossible sans en mettre en doute chaque point, chaque invraisemblance. Des scientifiques, des officiels ont cherché différentes entourloupes possibles, notamment une complicité entre George Littleton et Michel Davel. On se demande bien d'ailleurs dans quel but. Après vérification, il s'avère qu'ils n'ont pas pu se connaître. Le matelot Davel n'a jamais mis les pieds en Australie et le modeste George Littleton n'a jamais pu s'offrir le voyage vers la France, ce petit pays dont il situe à peine la position, là-bas, de l'autre côté du globe. Le reste de la vie de Rosemary Adrian fut austère, irrémédiablement troublée. Elle se consacra essentiellement à enquêter sur les mystères de ce genre et à écrire de nombreux livres afin d'y apporter une explication, pour tenter de percer les mystères de la mort. Elle a fondé une société de recherche métapsychique. Évidemment, pendant des années, leur premier sujet d'étude fut le cas Davel. Rosemary et certains membres de cette société ont été les plus farouches et impitoyables chercheurs. Que cherchaient-ils? Une explication, bien sûr. Qu'il soit crédule ou sceptique, l'être humain fonctionne ainsi, par explications qui vont justifier son scepticisme ou sa crédulité. Alors, l'explication à laquelle les chercheurs du groupe fondé par Rosemary se sont ralliés, la voici. Au moment de sa mort brutale, le 12 août 1934, fauché sur une route du nord de la France, la dernière pensée de Michel Davel se tourne vers l'être qu'il aimait le plus, depuis toujours,
Rosemary. Même si sa conscience normale ne sait pas où se trouve la jeune femme, son âme, libérée, trouve le chemin vers l'autre bout du globe. Non loin de Rosemary, à Melbourne, le corps de George Littlon est rendu momentanément disponible par son accident et sa très longue perte de connaissance. L'âme éperdue de Michel Davel s'y précipite, s'y réfugie, s'y calfeutre. Le corps de George Littlon sera littéralement habité par l'esprit, la conscience de Michel Davel jusqu'en 1947. Certes, ces explications sont celles d'adeptes de la métapsychique. Autrement dit, elles sont quelque peu orientées et confortent, comme ça se trouve, les théories mêmes qu'ils veulent prouver. N'empêche, elles font frissonner et rêver. C'est tellement délicieux que nous aurions bien aimé nous arrêter là. Seulement voilà. Il y a des gens dont la fâcheuse manie est de vouloir tout expliquer en se passant totalement de paranormal. Et qui, en plus, ont le mauvais goût d'y réussir. Ce sont les neuroscientifiques. Ils ont collecté les rapports médicaux tout autour du monde et nous apprennent ainsi que les symptômes manifestés par George Littlon ne sont absolument pas uniques. Des manifestations du même type ont été remarquées et diagnostiquées depuis le début du XXe siècle. Elles ont reçu la dénomination de Foreign Accent Syndrome, FAS, syndrome de l'accent étranger. L'un des cas les plus connus est celui d'une Norvégienne, Astrid L. En 1941, lors d'un raid aérien, elle est blessée à la tête par un éclat de shrapnel. Lorsqu'elle reprend conscience, elle s'exprime avec un accent allemand si caractéristique qu'on la dénonce comme espionne infiltrée de la 5e colonne. En 1999, Judy Roberts est victime d'un accident vasculaire cérébral. Cette femme, qui a été élevée et a vécu dans l'Indiana, se met à 57 ans à parler avec le très pur accent d'une Britannique de souche. Elle n'est jamais allée en Angleterre. Citons une dépêche de l'AFP de 2006. Après une attaque cérébrale, une femme de Newcastle, nord-est de l'Angleterre, s'est réveillée avec l'accent de la Jamaïque. Linda Walker, 60 ans, une ancienne administratrice d'université, ne s'en est pas rendue compte tout de suite. Il a fallu que son thérapeute l'enregistre pour qu'elle constate que son accent nasillard de la région de Newcastle avait disparu. « J'étais accablée », a-t-elle déclaré au journal local Evening Chronicle. « Maintenant, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. » Au téléphone, elle a, selon la majorité de ses interlocuteurs, l'accent jamaïcain. Mais ma belle-sœur trouve que j'ai l'accent italien et mon frère dit que je parle comme une Slovaque, a-t-elle confié, perplexe. Cindy Lou Romberg, de Port Angeles, dans l'État de Washington, a rendu public son cas sur Discovery Channel le 26 octobre 2008. Blessée au cerveau lors d'un accident de voiture, elle aurait mis 17 ans avant de déclarer le syndrome. Toujours incommodée par les séquelles, elle se confie aux mains d'un chiropracteur qui effectue un réajustement des vertèbres cervicales. Après la séance, Madame Romberg ne parle plus qu'avec un accent russe. Elle s'est mise ensuite à faire en anglais les mêmes fautes grammaticales qu'une personne de langue maternelle russe. Et puis, la Britannique Kay Russell, 49 ans, de Gloucester,
obligée d'abandonner son travail dans la vente parce que l'accent Frenchy qu'elle ne peut soudain plus empêcher est considéré comme très vulgaire par ses employeurs et sa clientèle. Britannique aussi, Miss Sarah Colville, voici quelques mois, est débordée par un accent chinois. Mentionnons enfin, car elle est australienne et nous ramène à notre histoire, Leanne Rowe de Tasmanie. C'est sa fille qui est venue plaider son cas devant les caméras de la télévision. Elle voulait clamer la vérité, faire retrouver l'honneur de sa mère. Car Madame Rowe, elle aussi, a la désagréable surprise de se voir typée comme une Française. Une très sale réputation dans sa contrée. Elle n'ose sortir que la nuit, lorsqu'on ne peut plus la montrer du doigt. Nous pourrions mentionner ainsi une 60aine de cas, frappant des hommes comme des femmes. On remarque que tous ont été touchés à la tête, par maladie ou par accident. Tout comme George Littleton, agressé sur les docks de Melbourne. Tous aussi ont subi de graves désagréments et leur entourage en a été affecté, comme Rosemary Adrian. Le professeur Nick Miller, spécialiste du FAS à l'université de Newcastle, décrit ainsi ces ravages. Beaucoup de ces personnes ressentent la perte de leur ancien accent ou langage comme un deuil, et comme si elles avaient perdu une partie d'elles-mêmes. Elles disent qu'une partie de leur personnalité est morte. Voilà. Plus de mystère, plus de paranormal. Une maladie, une altération de la cervelle. Ils ont vraiment le don de tout dépoétiser en braquant sur une palpitante aventure le projecteur aveuglant de la science. Rassurez-vous, on ne va pas leur laisser une trop facile victoire. Admettons, le syndrome décrit explique le changement d'accent et peut-être même de vocabulaire de George Littleton après sa blessure au crâne. Mais en quoi le FAS aurait-il permis à cet Australien amnésique de donner au réveil de son coma le nom de Michel Davel? Le FAS lui aurait permis, en pleine rue, au milieu d'une foule, de reconnaître Rosemary Adrian? Le FAS lui aurait injecté, en 1934, tous ces détails sur la liesse de l'armistice, le 11 novembre 1918, et sur Calais, en France? La robe rouge de Rosemary pour ce bal improvisé dans la rue? La musique de leur première danse? Les lieux de leur rendez-vous secret ensuite et les mots qu'ils y échangeaient? Et le poème d'amour du jeune Michel? Le FAS explique-t-il que l'accident mortel de Michel Davel dans le nord de la France et l'agression contre George Littleton en Australie auraient eu lieu le même jour? Et pourquoi l'identité de Michel Davel, si bien chevillée au corps de Littleton pendant 13 années, s'éclipse-t-elle tout soudain pour céder obligeamment à nouveau la place à la conscience de Littleton? Allez, terminons sur une hypothèse apte à faire plaisir au poète qui sommeille en nous. Ouvrons le grand livre de l'éternité. Selon lui, Michel Davel est la moitié d'orange de Rosemary, son âme sœur. Donc, il doit faire ce bout de chemin auprès d'elle. C'est pour accomplir ce devoir sacré qu'il vient squatter le corps de Littleton. Après 13 années de vie conjugale, il estime que c'est fait. Ouf! Tous ceux qui savent ce que c'est que d'être marié pendant 13 ans le comprendront. Tranquillisé,
son esprit peut poursuivre son cycle éternel. Il restitue le corps de Littleton à son légitime occupant. Ce que c'est beau, non? Et ne venez pas tout gâcher en demandant « Oui, mais comment Littleton savait-il qu'il devait se trouver justement là en 1947 pour reprendre le corps ?» Au moment où il réintègre son enveloppe, il n'a aucun souvenir de ces 13 ans. Son âme a-t-elle su qu'elle avait encore droit à des années sur Terre? Dans ce cas, à quoi a-t-elle occupé tout ce temps, de 1934 à 1947? A-t-elle erré aux alentours, dans un ailleurs, qui n'aurait laissé aucune trace dans sa mémoire? Mais alors, quel est donc cet ailleurs? À cette question-là, ni les adeptes du paranormal, ni les neuroscientifiques ne nous fournissent de réponse. Pour la connaître, désolé de vous le confirmer, il vous faudra attendre d'y aller jeter un coup d'œil par vous-même. Alors, incroyable cette histoire, non? Peut-être avez-vous déjà fait le lien avec le film d'animation et la série télé dont je parlais au début. Et sinon, bonne recherche. Si vous pensez que j'ai bien fait de vous proposer cette histoire, pensez à liker, à partager, parler de mes lectures autour de vous et surtout, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture.